Tunisie, hiver 2021-2022. La sécheresse s'est installée depuis de nombreuses années. La Tunisie est en stress hydrique, c'est-à-dire sous le seuil de Falkenmark, là où tout développement économique semble difficile. Moins de 500 mètres cubes par habitant par an, tout usage confondu, c'est ça, la Tunisie aujourd'hui. Grâce à un soutien de Wallonie-Bruxelles International, à une coopération scientifique en laboratoire et sur le terrain entre nos universités et la Tunisie, des solutions sont étudiées pour régler le problème majeur du changement climatique qui induit ce grand stress hydrique dans le Maghreb. La Tunisie est en mouvement, elle doit rapidement mettre en œuvre des projets durables dans cette zone critique. Nous évoquerons ici 5 projets du programme Tunisie-Wallonie-Bruxelles et un projet européen. La délégation Wallonie-Bruxelles en Tunisie, c'est près de 40 ans de coopération multisectorielle dans les domaines de l'agriculture et de l'eau. Quand on parle du secteur de l'eau, on est sur un secteur éminemment transversal. Le lien, bien évidemment, est fait avec l'agriculture, avec l'alimentaire. Donc déjà, un premier nexus, c'est l'eau et la souveraineté alimentaire. C'est une question critique pour la Tunisie comme pour d'autres pays. C'est aussi la question de l'énergie. Pour la distribution de l'eau, le traitement de l'eau, il y a un besoin énergétique. Donc c'est aussi travailler sur les questions d'énergie renouvelable. Ce sont les questions de santé. Et donc ça veut dire qu'on est vraiment dans une approche qui se veut holistique et transversale s'agissant de l'eau. La Tunisie, on a moins de 400 mètres cubes par habitant par an. Et normalement, le seuil qu'on ne doit pas être inférieur, c'est 1000 mètres cubes par habitant par an. Voilà, vraiment, les ressources en eau sont très menacées. Du coup, la Tunisie, il la qualifie comme un hotspot, c'est-à-dire un pays très affecté par les changements climatiques. Premier problème, les eaux usées classiques, ici celles des villageois de Zawaf, sont directement déversées dans la rivière en aval et dans la nappe phréatique qui va servir à l'agriculture. Le maire du village est bien conscient du problème, la population ne cesse de croître. Ce ne sont pas moins de 13 000 habitants et 4 000 foyers qui risquent une pénurie en eau très rapidement. La solution, c'est une station d'épuration pour éviter ce problème. C'est une exigence, une nécessité pour dépasser ce problème. Au laboratoire de l'INSAT, Institut national des sciences appliquées et de technologie de Tunis, on étudie comment améliorer le traitement des eaux usées en faisant évoluer les techniques. On injecte de l'air pour oxyder la pollution organique par des bactéries, mais malheureusement, on produit beaucoup de mauvaises odeurs, beaucoup de CO2 et beaucoup de boue. Donc, quelque part, ce sont des procédés qui ne sont pas écologiques. On va essayer aussi de faire l'étude hydrodynamique, parce que si on veut extrapoler, il faut maîtriser les mélanges. Et aussi, on doit faire des bilans gazeux et surtout les vitesses de réaction pour pouvoir calculer par la suite les performances et dire 1 mètre cube, on va le traiter en combien de jours et quel coût. L'Université de Liège collabore à ces recherches. Main dans la main avec l'INSAT, Dominique Toy consacre son énergie depuis des décennies à la recherche d'un système basé sur la symbiose entre les microalgues et les bactéries. Nos stations d'épuration classiques utilisant beaucoup trop d'énergie et rejetant trop de CO2. L'objectif d'associer des bactéries et des microalgues, c'est de prendre le meilleur des deux. Et les microalgues, elles ont besoin de CO2 pour croître, pour pousser. Et elles consomment ce CO2, elles utilisent la lumière du jour pour le transformer par photosynthèse en oxygène. Cet oxygène va pouvoir être consommé par les bactéries qui, elles, à leur tour, vont pouvoir produire le CO2 qui est nécessaire à la croissance des microalgues. Donc c'est réellement un procédé symbiotique puisque les unes produisent ce qui est nécessaire aux autres. Et en plus, comme tout tourne quelque part en circuit fermé, il n'y a plus ni consommation d'oxygène qui est coûteux et par ailleurs, ça permet de diminuer l'impact environnemental puisque ça permet de supprimer, voire de diminuer très fortement la production de CO2 par ces stations d'épuration. Aujourd'hui, ce prototype de photobioréacteur peut traiter environ 15 litres d'eau usée. Mais demain, ce pourra être à une échelle bien plus grande et à destination des pays chauds qui connaissent de grands stress hydriques. C'est un procédé de demain, surtout dans les pays dans lesquels l'ensoleillement est suffisant.
Parce que pour que les algues puissent se développer convenablement, il faut évidemment qu'il y ait suffisamment de lumière. Dans des pays comme la Tunisie, où l'ensoleillement est beaucoup plus important, eh bien, on peut tout à fait s'attendre à ce que l'illumination soit suffisante que pour permettre la croissance à la fois des microalgues et des bactéries. Direction Sousse à présent, pour découvrir sur le terrain un modèle de station d'épuration semi-grandeur en test pour une petite collectivité. Elle a été développée par l'Institut supérieur agronomique de Chott-Meriem pour une capacité d'environ 100 habitants. Projet de 80 000 € et d'utilisation très simple. Cette station, ça va être un exemple qui va prendre en compte donc l'épuration, la technique d'épuration et aussi la valorisation. Donc on a deux volets sur ce projet, c'est la réutilisation des eaux usées traitées pour combler le manque d'eau et puis pour aussi encourager la réutilisation de biomasse, dans notre cas c'est les algues, et qui peut être utilisé en tant que fertilisant pour les agriculteurs, en tant que nourriture animale aussi. Cette station est un formidable test grandeur nature pour les étudiants en masters de l'Institut, ainsi que pour le secteur touristique, puisque les hôtels, eux aussi, utilisent beaucoup d'eau. Préparer nos jeunes à confronter cette problématique et avoir des outils pour faire face à cette problématique, c'est un point qui est très important et qu'on doit aller à l'avant pour pouvoir se préparer pour les prochains problèmes qui peuvent toucher l'agriculture d'une façon générale et la crise d'eau en Tunisie. Mais il ne faut pas oublier le monde agricole dont dépend fortement la Tunisie. L'agriculture est grande consommatrice d'eau avec près de 80% de l'eau disponible. Et sans eau, pas d'agriculture. Nous voici chez Abdelaziz Tamaali, agriculteur cultivant sur 34 hectares des céréales, des tomates, des pommes de terre, des oliviers, de façon durable et responsable. الماء ما يقصش عليكم ساعات تلقوا راحكم ناقصين شويه ماء ولا حاجه؟ لا باش حق ما يخصش. لا ما يخصش. المساحه بتاعتكم قداش؟ تقريبا 34 هكتار. 34 هكتار تسقي فيهم الكل ولا؟ لا السنه زرعت هذه والعام الجاي نرتاحها ونزرع هذه. معناها بالعام قداش تسقي المساحه تقريبا؟ 10 هكتارات. 10 هكتارات. 5 على السنتاج و5 على السد. تعمل ما يسمى بالتداول الزراعي. Direction la région de la Medjerda à présent, un oued de 460 km qui prend sa source en Algérie et sur lequel on trouve le plus grand barrage de Tunisie, Sidi Salem. Ici, à la station Ziobir, 20 km en dessous du barrage, des mesures importantes sont effectuées. Débit, précipitations et qualité de l'eau sont répertoriés. Un ancien pluviomètre a même été complété par un pluviographe récent. Et une application GPS de géolocalisation moderne permet aux villageois et aux agriculteurs de voir le débit de l'eau de la rivière et ainsi prendre conscience de la sécheresse galopante et des enjeux de protection et de bonne gestion afin d'éviter le gaspillage, notamment dans l'irrigation. Il y a certainement par endroit où on utilise un peu plus d'eau qu'il en faut parce que peut-être on a accès à l'eau de manière libre et peut-être aussi certains exploitants agricoles pensent qu'en mettant plus d'eau, ils vont avoir beaucoup plus de rendement. Alors que mettre beaucoup plus d'eau, certainement c'est polluer l'eau, c'est gaspiller l'eau, c'est aussi porter atteinte à la nappe. Et si les gens seraient impliqués à ces différentes phases de suivi des volumes et des qualités d'eau, je pense qu'ils seraient plus simple, qu'ils soient convaincus, quoi. Certainement, ce n'est pas tout le monde, mais il y aurait une bonne part des exploitants agricoles qui adhéreraient à une meilleure gestion de l'hydrosystème. Depuis 2011, le service du professeur Marnik van Klooster à l'UCL œuvre sur le projet de renforcement des capacités de gestion de l'eau du bassin de la Medjerda. 3 volets sont étudiés. Ils concernent la formation dans le domaine de l'eau en Tunisie et chez nous, la diffusion de l'information vulgarisée et les recherches appliquées portant sur la surveillance des ressources en eau. On peut utiliser ces données pour pouvoir tester des modèles. Avec ces modèles, on les couple avec des scénarios de changement climatique.
pour évaluer la façon comment l'eau va évoluer dans le bassin d'études. Donc on utilise ce modèle-là et les observations pour renforcer aussi les outils qu'on utilise pour faire la prévision de l'évolution des ressources en eau dans l'avenir. Et donc on essaye de faire des prospections à l'horizon de 2050, 2100, justement pour pouvoir donner aux décideurs tunisiens de l'information fidèle et fiable par rapport à l'évolution des ressources en eau, de telle façon qu'ils peuvent proposer des plans d'adaptation adéquats. Il faut donc travailler le qualitatif, comme nous l'avons vu, étudier la qualité de l'eau et son traitement. Mais aussi quantitatif, suivre les précipitations, l'état des nappes, les débits, valoriser les données satellitaires. Pour ce faire, il est capital de former les doctorants et d'octroyer des bourses. Les échanges universitaires, les voyages d'études entre la Wallonie et la Tunisie ou ces journées d'études sont capitales. Aujourd'hui, nous avons sur les 20 doctorants qui font partie de la programmation bilatérale 2019-2023, nous avons la moitié de ces doctorants qui travaillent dans le secteur de l'eau, qui font donc la recherche doctorale dans le secteur de l'eau. Donc il y a la dimension recherche scientifique, mais il y a aussi les institutions qui viennent là derrière. Donc ce sont la Société Wallonne des eaux, c'est l'administration aussi chez nous, ce sont également les associations. Donc on est là sur différents niveaux d'intervention et c'est ce qui fait la richesse de notre coopération. Nous voici à présent au laboratoire de surveillance physico-chimique de l'ANPE, Agence nationale de protection de l'environnement, un établissement public sous tutelle du ministère de l'Environnement. Sa mission depuis 2004 est la surveillance de l'eau, de l'air et de la terre. L'ANPE a été appuyée à travers un premier projet de coopération avec le partenaire belge Aquapol. C'était en 2007 avec le renforcement des capacités de l'ANPE pour la mise en place d'un réseau de surveillance de la qualité de l'eau, COPO. Ensuite, un deuxième projet a été conçu pour le profit de l'ANPE, toujours avec le partenaire Aquapol, durant lequel l'ANPE s'est doté d'un outil de modélisation qui s'appelle PEGOPERA. Donc cet outil permet d'établir la relation pression-impact de l'ensemble des charges polluantes dans un bassin versant. C'est sur le campus universitaire du Sartillement que nous retrouvons à présent le professeur Jean-François Deliège, directeur de l'Aquapol, un centre de recherche, développement et d'expertise en sciences de l'eau. En collaboration avec ses partenaires du Sud, l'Aquapol observe, traite et analyse des données grâce à des outils opérationnels déjà testés à grande échelle, basés entre autres sur des modèles mathématiques. Ces modèles, couplés à d'autres approches biologiques ou hydrauliques, permettent d'établir un état des lieux précis pour simuler des scénarios prévisionnels et des stratégies. Ces modèles-là permettent de calculer la qualité physico-chimique, pas uniquement là où les mesures sont effectuées, mais partout, en tenant compte de toutes les pressions naturelles et anthropiques qui agissent sur le milieu. Avec ces outils, on pourra véritablement élaborer des plans de gestion afin d'agir concrètement et d'améliorer la qualité des eaux des bassins versants tunisiens. À l'Aquapol, la formation des doctorants tunisiens et belges est également primordiale pour assurer le transfert des connaissances et la pérennisation des solutions. Ce que je promeux toujours, c'est d'effectuer une triangulation entre les académiques, donc mon laboratoire universitaire est un laboratoire académique, mais également l'équivalent académique dans les pays que nous visitons, avec lesquels nous collaborons, mais aussi les administrations de ces pays. Cette triangulation-là est pour moi vertueuse et permet d'assurer une continuité dans la formation des agents sur place et dans la formation des doctorants. Il existe énormément de capacités, de technologies qui permettent de pallier des déficits en eau. Et je pense que là, la région wallonne a un rôle à jouer. Retour en Tunisie pour évaluer combien un des grands problèmes induits par les conflits autour des besoins en eau sont ces forages illicites dévastateurs. Le problème en Tunisie, ce sont les forages illicites qui a comme conséquence la surexploitation de nos ressources en eau. C'est automatiquement la détérioration de la qualité des ressources de nos nappes. Et donc, l'agriculteur doit être sensibilisé. Un vrai jumelage, c'est mettre en valeur les acteurs belges et tunisiens avec le soutien de l'Union européenne pour apprendre comment légiférer les mauvaises pratiques.
On vient construire, par exemple, sans autorisation dans le lit de la rivière, ou planter ou déverser plein donc les déchets, etc. Et tout ça entrave l'écoulement naturel et fait barrage. Et ce barrage, quand elle lâche, il peut provoquer des grands dégâts. Maîtrise dans la distribution de l'eau, de l'épuration et de la bonne gouvernance, mais pas que. La Wallonie soutient aussi la gestion des conflits entre plusieurs secteurs agraires, économiques, touristiques pour l'accès à cette eau rare et précieuse. Nous sommes à présent à Louvain-la-Neuve. Obtenir des informations sur ces conflits autour du barrage de Sidi Salem, c'est la tâche d'un doctorant, Kaïs Bouaïzi, au sein du service du professeur Vincent Legrand. Ces recherches tendent à comprendre les vrais enjeux de toutes les parties concernées afin d'y répondre par les meilleures pratiques. Le barrage de Sidi Salem, c'est un ouvrage stratégique pour la gestion de l'eau du pays. C'est le plus grand barrage du pays de par la superficie de son lac et de sa capacité de stockage. Il fournit l'eau à plusieurs régions du pays pour satisfaire de multiples usages, ce qui favorise encore plus le développement d'éventuels conflits. Alors, beaucoup de conflits liés à l'eau se sont développés dernièrement en Tunisie, surtout après la Révolution. On voit beaucoup d'insatisfaction, de coupures d'eau aussi bien potable que l'eau pour l'irrigation. Dans cette recherche, on essaie de comprendre un peu de quoi il s'agit, de voir un peu le lien qui existe entre gouvernance et conflit. La dimension politique, elle est justement dans le fait d'obtenir des connaissances sur ces conflits autour de l'eau et de l'usage de l'eau. C'est de comprendre comment ça fonctionne, ce qui se passe vraiment sur le terrain, pour apprendre comment éventuellement donc, améliorer les choses en termes donc, de gestion durable de l'eau. Ces recherches doctorales bientôt éditées tombent à pic alors qu'un nouveau code des eaux est signé au Parlement tunisien. Contre ces gestes illicites, il faut sensibiliser, raison d'être de cette journée organisée dans le cadre du projet de jumelage Société wallonne des eaux et ministère de l'Agriculture, ainsi que l'Europe. Mouna est juge. Elle rend des avis sur les projets de loi. En travaillant sur la réforme du Code des eaux, il faut aussi former les magistrats à cette question cruciale pour qu'ils puissent évaluer les sanctions au plus juste et mettre fin à l'impunité. Il n'est pas surprenant de dire aujourd'hui qu'on est dans un état d'urgence hydraulique, si on veut dire. Pour ça, il faut agir dès maintenant. Ce n'est pas juste un petit crime, entre guillemets, non, c'est l'ampleur et les effets de ce crime sur la génération actuelle et les générations futures. Le juge doit avoir ça en background en statuant sur ces infractions. Chef du projet jumelage sur la problématique du contrôle dans le domaine public hydraulique, Marc Closset fait aussi partie de cet échange de bonnes pratiques. L'eau en Wallonie est gérée par le domaine public comme en Tunisie. Il faut bien sûr adapter les solutions au contexte du pays. Aujourd'hui, il y a énormément de procès-verbaux qui arrivent chez les magistrats et ils sont noyés et ça ne fait pas partie de leurs priorités. Donc c'est une action de sensibilisation à la problématique environnementale. On l'a vu, un des enjeux majeurs pour notre planète dans les 30, 20, 10 prochaines années, c'est l'eau. Un problème mondial qui ne connaît pas de frontières. C'est un problème qui n'est pas tunisien ni belge, c'est un problème universel. Et le droit à l'eau aujourd'hui, c'est universel et c'est une responsabilité partagée entre tous les pays, chacun de son côté et chacun suivant sa réalité et son contexte pour arriver en fait à une protection efficace. La Wallonie-Bruxelles International a effectivement une stratégie de travailler sur des axes qui sont porteurs dans différents pays. Et donc, typiquement, quand on travaille sur, par exemple, le bassin de Medjerda, un tiers du bassin se trouve en Algérie. Donc, tu ne peux pas faire une gestion du bassin de la Medjerda sans regarder ce qui se passe à l'amont. C'est une contrainte importante dans ce qu'on appelle la gestion intégrée de l'eau. Le tout, évidemment, est lié à une perspective de lutte contre le changement climatique. Il y a un sillon à creuser ici en Tunisie, clairement au Maghreb, ailleurs comme dans le monde. Et on sait qu'on ne peut pas travailler sur le changement climatique sans travailler sur les enjeux de l'eau. Mais on est aussi dans une zone très emblématique de ce qu'on peut constater s'y relever en termes de crise, de changement climatique à l'échelle mondiale. Des femmes et des hommes œuvrent chaque jour sur le terrain afin de sauver de la pollution et du gaspillage l'eau disponible sur notre terre et permettre ainsi la culture agricole et la vie. Des recherches et des initiatives comme celles que nous avons évoquées doivent plus que jamais être applaudies et mises en avant.